Un crime sadique et cruel, commis par l'ami d'enfance de la victime lui-même, a provoqué des révoltes et même des attaques de la part de la communauté locale. Mais ce qui, pour beaucoup, semblait être un crime de violence gratuite, cachait en réalité une histoire de trahison, d'abus et de vengeance. Et qui maintenant, avec la notoriété de l'affaire, a amené beaucoup de gens à remettre en question le bien et le mal dans cette situation. Est-ce que faire justice soi-même est vraiment la meilleure solution ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir 4 personnes d'une même famille poursuivies pénalement pour un acte de vengeance ? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire choquante des adolescents Benjamin Eastman et de son ami d'enfance, Benito Marquez. Benjamin Eastman III est né le 17 juin 2002 aux États-Unis et il est le fils de Rona McCain et de Benjamin Jr. Comme Benjamin III est plus connu simplement sous le nom de Ben et son père Benjamin Jr. sous le nom de BG, c'est ainsi que je vais les appeler tout au long de l'histoire. Père BG, fils Ben. Ben a grandi en étant élevé uniquement par son père. Il avait d'autres frères et sœurs, ainsi que quelques oncles et tantes qui étaient toujours à la maison pour rendre visite à la famille. Ils vivaient sans dit tous dans une toute petite communauté, dans une ville appelée Random, dans l'État de Washington, une région montagneuse avec de nombreuses forêts denses. Avec un peu moins de 2500 habitants, grandir à Random, c'était comme faire partie d'un groupe. Tout le monde se connaissait, et quand Ben est entré à la maternelle, il s'est fait son premier ami. Benito. Benito Marquez, fils de Kendra Adamson et de Servando Marquez, était lui aussi entouré de frères et sœurs. Il avait 2 frères aînés et 3 sœurs cadettes. Et même dans cette grande famille, c'est Ben qui est devenu son premier véritable ami. Il n'a pas fallu longtemps pour que les deux soient considérés comme un duo inséparable. Ils ont commencé à tout faire ensemble, ou presque. Jouer aux jeux vidéo, aller l'un chez l'autre, camper, pêcher, jouer au football. Ils ont grandi ainsi, partageant les mêmes passions. Même s'ils partageaient en ces moments ensemble, leur vie privée était très différente. Alors que Ben était élevé dans un environnement plein d'affection et d'amour, avec une totale liberté de faire ce qu'il voulait, Benito devait faire face à un père extrêmement violent à la maison. Lui et ses 2 frères aînés, Gerald et John, se sentaient impuissants face à cette situation constante, vivant avec un homme qui frappait leur mère et essayait encore de faire du mal à leurs 3 jeunes sœurs. La situation à la maison était tellement dramatique que parfois Kendra s'enfermait avec tous ses enfants dans une chambre pour se protéger lorsque Servando était en colère. Ce n'est que lorsqu'elle a finalement eu le courage de dénoncer son mari, obtenant une ordonnance de protection et la séparation, qu'ils ont pu retrouver une vie relativement normale. Et à cette époque, Benito était au début de l'adolescence. Pendant cette période, Ben et Benito ont commencé à fréquenter des petites fêtes en ville, où il y avait des flirts et de l'alcool, ce qui était totalement interdit vu l'âge du groupe. Ben, qui avait déjà une personnalité plus libre depuis l'enfance, devenait de plus en plus sûr de lui en grandissant, draguant plusieurs filles et se faisant de nouveaux amis avec qui il se mettait à traîner en ville. Quant à Benito, il est devenu tout le contraire. Il avait une personnalité plus calme et n'aimait pas la façon dont la plupart des garçons, y compris Ben, traitaient les filles. Puisque le harcèlement lui rappelait de mauvais souvenirs de son père, cela a fini par provoquer, petit à petit, un éloignement entre les 2 amis. L'adolescent Ben était considéré comme un garçon qui aimait déconner. Comme on le disait, il avait bon cœur, mais il était trop sûr de lui et beaucoup trop charmeur dans sa façon de draguer les filles. Parmi ses amis, personne ne faisait attention à son ton comique, mais il y avait toujours un fond de jugement dans la façon dont il parlait des filles, de leurs vêtements ou de l'excès de maquillage sur leur visage. Personne sauf Benito, qui commençait à être de plus en plus dérangé par les attitudes de Ben. En 2018, Lydia, l'une des sœurs de Benito, avait 14 ans et était sur le point de terminer sa classe de 4e en tant qu'une des élèves les plus studieuses de la classe. Pour fêter ça, elle a décidé d'organiser une HP,
ou house party, ces fêtes que les adolescents américains font chez eux quand leurs parents ne sont pas là. Lydia a invité beaucoup d'amis, y compris Ben, qui avait alors 15 ans. Ce soir-là, tout le monde a discuté, dansé, joué au beer pong, ce jeu où il faut lancer une balle de ping-pong dans l'un des gobelets de boisson de l'autre côté de la table, et très vite, tout le monde est devenu ivre. Lydia avait du mal à tenir debout. Elle a alors décidé d'aller dans sa chambre pour faire une sieste, mais elle ne se doutait pas qu'à peine entrée dans la pièce, dans un état complètement vulnérable, Ben entrerait juste derrière elle et verrouillerait la porte. Le lendemain, en se réveillant, Lydia n'a pas mis longtemps à comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait. Seule, à moitié nue, avec des douleurs dans tout le corps et ressentant un profond inconfort entre les jambes. Elle ne voulait pas croire qu'elle avait été agressée sexuellement chez elle, et encore moins par l'un de ses amis. Même si elle se sentait anéantie, Lydia ne voulait en parler à personne. De plus, jusqu'à ce moment-là, elle ne savait pas qui avait fait cela. Mais cela a changé lorsque, ce même matin, elle a reçu un message de Ben disant « Désolé pour hier, mais je pense qu'il vaut mieux que tu prennes une pilule du lendemain, juste par précaution. » Comme si tout ce qui s'était passé ne suffisait pas, Lydia devait maintenant faire face à la peur d'une grossesse non désirée et pour cette raison, elle s'est sentie obligée d'en parler à sa mère. Toutes les deux sont allées à la pharmacie, ont acheté le médicament et après avoir discuté, Muito sobre a situação. elle a décidé qu'elle ne voulait pas dénoncer Ben et qu'elle ne voulait pas que personne ne soit au courant de cela, car elle avait très peur que, même en tant que victime, elle soit considérée comme coupable et humiliée par tous les habitants de la ville. Ainsi les jours ont passé sans que personne ne sache pour l'abus. Mais le secret n'a pas été gardé très longtemps, car lors d'un séjour en camping avec ses frères, ses cousins et ses amis, y compris Ben, toute la vérité a éclaté. Lydia a confié ce qui s'était passé à une amie qui, inquiète, a fini par raconter l'histoire à deux de ses frères, Benito et John. Ce jour-là, il n'y a eu que des chuchotements. Rien ne s'est passé, car Benito essayait de dissimuler la colère qu'il ressentait envers son ami pour ne rien faire de stupide sur le moment. Mais John, qui n'était pas proche du garçon, ruminait seul ses pensées troublantes, se laissant de plus en plus envahir par ce qu'il pourrait faire. Contra o garoto. Le 23 juin 2018, une semaine après le 16e anniversaire de Ben, lui et son père ont passé la soirée à jouer aux jeux vidéo jusqu'à l'heure du coucher. Le lendemain, le 24, en se réveillant, BG remarqua que son fils n'était pas à la maison. Comme la ville n'était pas dangereuse et que Ben avait toute la liberté d'aller chez ses amis ou de se promener seul à vélo. Le père ne s'est pas inquiété en constatant que son fils était sorti tard de la maison, et il ne s'est pas non plus préoccupé du fait que Ben n'était pas rentré cette nuit-là. Il a cru que le garçon dormait chez un ami. Dès le 25, des tentatives de contact avec Ben ont été faites, mais sans succès. BJ a alors commencé à appeler les amis du garçon, mais personne ne l'avait vu ces derniers jours. Inquiet, il est même allé consulter les réseaux sociaux de son fils, où il a identifié via Snapchat au moins 5 appels manqués et un appel de Benito auquel il a répondu dans la nuit du 24. BJ s'est rendu chez lui, mais à sa grande surprise, même Kendra ne l'avait pas vu ces derniers jours. Benito, de son côté, a expliqué que les appels passés au milieu de la nuit étaient une invitation pour qu'ils aillent camper ensemble sur la propriété de ses grands-parents qui se trouvaient à quelques kilomètres de là. Sauf que même si Ben avait répondu à l'appel et confirmé sa présence, il n'est jamais venu. À partir de ce moment-là, la famille a vraiment commencé à s'inquiéter. Ils ont encore attendu le 26 pour voir si le garçon revenait, ce qui n'est pas arrivé, et ce n'est que le matin du 27 que Beji s'est rendu au commissariat pour signaler la disparition. En utilisant le seul indice qu'ils avaient, qui était le dernier appel de Benito à Ben, vers 3 heures du matin le 24, ils ont pensé qu'il était important de retourner chez les Marquez pour poser plus de questions. Ce n'est que lors de cette deuxième rencontre, en présence d'un policier, que Kendra a révélé l'abus subi par sa fille,
soulevant l'hypothèse que Ben était parti passer du temps seul pour réfléchir à ce qu'il avait fait. Mais cela n'avait aucun sens, puisqu'il s'était pratiquement écoulé une semaine depuis la disparition du garçon. La famille et les amis ont décidé de se réunir pour le chercher dans les forêts. Ils sont d'abord allés dans les endroits où le garçon faisait des randonnées à vélo et sont même passés par la propriété des grands-parents de Benito, l'endroit où Ben aurait été invité à camper. Et c'est sur la propriété qu'ils ont vu un petit monticule de terre surmonté d'une croix faite de branches, ce qu'ils ont clairement reconnu comme une tombe improvisée. Au début, ils ont pensé qu'il s'agissait de la tombe d'un animal de compagnie, mais comme personne ne voulait attendre l'arrivée de la police pour lever le doute, l'un des hommes a commencé à creuser. Un morceau de plastique est apparu et, peu après qu'un peu plus de terre ait été retirée, ils ont identifié un pied. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont cessé de fouiller les lieux et ont appelé la police. Malheureusement, tout le monde s'est retrouvé face à un cadavre. Le corps d'un adolescent à l'intérieur d'un énorme sac en plastique. Cependant, avec de multiples traumatismes et le visage complètement défiguré, il était impossible de savoir officiellement à ce moment-là si la victime était Ben. Mais à la morgue, BJ a reconnu que ce corps était bien celui de son fils. La dernière personne à avoir parlé avec Ben était Benito, qui avait été invité à camper sur la propriété de ses grands-parents. Et le garçon a été retrouvé sans vie sur le terrain où l'on disait qu'il n'était jamais venu. Il ne restait donc à la police qu'à trouver les réponses aux nouvelles questions. Mais en arrivant à la maison de la famille du suspect, seules les 3 sœurs, un autre frère et la mère du garçon étaient dits présents. Benito et John étaient loin de sortie et personne ne savait dire où ils étaient entalés. Le commissaire a rapidement lancé une alerte et à partir de ce moment-là, les deux sont devenus des fugitifs. Tous deux ont été retrouvés en train de conduire sur une route en direction d'une autre ville, déjà à près de 200 km de Randall, et ont ainsi été placés en garde à vue. John n'avait que 21 ans et Benito 16 ans. Tant Benito que John ont décidé de coopérer et ont raconté ce qui s'était passé. Dans la nuit du 24, lorsque les deux ont invité Ben à camper sur le terrain des grands-parents, ils l'ont emmené à un endroit et là, ils l'ont battu pendant plus d'une demi-heure. Pendant tout ce temps, Ben disait qu'il était resté avec Lydia parce qu'elle l'avait appelé dans la chambre. Mais les garçons ne voulaient pas d'excuses car pour eux, l'abus avait déjà eu lieu. Pendant un instant, le garçon a réussi à s'échapper et à s'enfermer dans la voiture de John, mais ce dernier, très en colère, a sorti Ben de là et l'a jeté par terre en lui enlevant tous ses vêtements. Alors qu'il était complètement nu, John a pris un morceau de bâton et l'a utilisé pour abuser de Ben. Et pour finir cette séance de torture, John a même jeté un énorme morceau de pierre sur le crâne du garçon. Après avoir constaté que Ben était décédé, les frères l'ont enterré dans une fosse peu profonde, sont rentrés chez eux où ils ont fait un grand feu de camp et ont brûlé leurs propres vêtements, les vêtements de leur ami et le bâton. La pierre qui a été utilisée lors du crime, ils l'ont jetée dans une rivière. Le lendemain, inquiets à l'idée que le corps puisse être retrouvé à cause de l'odeur qu'il pourrait dégager, ils sont revenus sur les lieux avec un énorme sac en plastique. Ils ont déterré Ben, l'ont enveloppé dans le sac et l'ont remis dans la tombe. Cette fois, avec d'autres brindilles, ils ont fabriqué une croix improvisée. La violence et la cruauté des actes commis ont été confirmés par le rapport d'expertise, qui a conclu que la cause du décès était un traumatisme crânien sévère. John a été celui qui a assumé toute la responsabilité et il est même retourné menotté sur la scène du crime, où il a raconté les faits avec beaucoup plus de détails. Les deux ont été inculpés pour homicide qualifié, viol, dissimulation de cadavre et parjure, et il a été décidé que Benito, bien qu'étant mineur, serait jugé comme un adulte pour le crime. Mais par la suite, la police a découvert que Benito et John n'étaient pas les seuls coupables dans cette histoire, car il y avait encore 5 autres personnes impliquées dans l'affaire. Kendra, leur mère, a même été inculpée pour dissimulation de preuves à la police.
Emma Brown, la fiancée de John, a été inculpée pour parjure et dissimulation de preuves. Michael Salazar, un ami des garçons qui, pour avoir eu connaissance du plan depuis le début et n'avoir rien signalé à la police, a été inculpé pour dissimulation d'informations à la justice. De plus, il a également été accusé d'avoir aidé à la dissimulation de preuves, puisqu'il a procuré l'essence pour que tout soit brûlé. Amanda Haggerty, la mère de Michael, a aidé Benito et John à s'enfuir. Et enfin Gérard, le frère aîné des garçons, qui lors de ses visites à la prison a transmis des informations à tous les deux afin de les aider à élaborer une version qui fasse concorder leurs témoignages. Il a été inculpé pour subornation de témoins. Au cours des mois suivants, ses participations mineures ont été jugées, ce qui a abouti à la condamnation des 5 complices. Mais chacun d'eux a fini par conclure un accord et tous ont vu leur peine réduite. Kendra a écopé de 32 jours de prison et d'une amende de $100 000. Emma a écopé de 90 jours, mais n'en a purgé qu'un seul et sa peine a été assortie d'un sursis. Michael a écopé d'1 an et 8 mois, Amanda d'une semaine et Gérard seulement d'une amende. Maintenant, il y a une situation plutôt étrange dans cette affaire. L'abus subi par Lydia n'a jamais fait l'objet d'une véritable enquête. La police n'a pas mené d'enquête sur ce crime, même après que Lydia ait fourni toutes les informations nécessaires, y compris les échanges de messages entre elle et Ben. On ne sait pas si cela venait d'une demande de Lydia pour éviter d'être jugée par la communauté ou s'il s'agissait d'une négligence de la police, qui s'est concentrée uniquement sur l'enquête du crime lui-même. À cause de cela, la population n'a jamais su pendant des mois ce qui avait réellement motivé ce crime. Ce n'est pas que cela serve de justification, ne vous méprenez pas sur mes propos. Mais cela a fini par donner l'image que cette violence était gratuite, venant d'une famille sadique et cruelle qui a simplement déversé sa haine sur un être humain par pur plaisir. Comme pendant l'emprisonnement de Kendra, tous les autres enfants ont été envoyés chez d'autres membres de la famille, la maison familiale est restée vide et, en guise de représailles, elle a été envahie et pillée par plusieurs personnes de la communauté. Encore une fois, et je veux que ce soit bien clair, rien ne justifie le crime. J'explique simplement la raison pour laquelle, pendant des mois, la population de la ville a pensé qu'ils étaient tout simplement une famille de sadiques. Lorsque l'affaire a gagné en popularité pendant le procès et que la situation d'abus a été révélée, une théorie est apparue selon laquelle Lydia, même en état d'ébriété, aurait invité Ben dans sa chambre et que l'acte entre eux deux aurait été consensuel. En réalité, le fait qu'elle soit dans une situation vulnérable rend déjà l'acte abusif. C'est un fait, il n'y a pas à nier. Mais ce que cette théorie veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a que sa version, ce qui fait paraître que l'incident était un viol. Cette théorie souligne aussi que le fait qu'il lui ait envoyé un message pour l'avertir à propos de la pilule du lendemain pourrait avoir été un acte de précaution de sa part. Qu'il y a eu un consentement de sa part, car s'il avait eu des relations contre sa volonté, il n'aurait peut-être pas créé plus de preuves contre lui-même. Dans ce cas, il aurait pu lui dire cela en personne. Enfin, ce ne sont que des théories, le garçon n'est plus là pour donner sa version, et la police n'a même pas enquêté sur ce sujet. Le procès des frères a commencé à la fin de cette même année, en 2018, et ils ont plaidé non coupables. Les audiences se sont étendues sur 2 ans, avec de nombreux obstacles comme le changement d'avocat, l'annulation du témoignage de certains témoins et même des actions coercitives de la part des avocats de la défense. Ce qui a abouti à des aveux de Benito. En novembre 2020, avant la fin des audiences, il a plaidé coupable, se déclarant désormais également l'exécutant du crime. Au final, il a été condamné à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 26 ans. Et John a également été condamné à la prison à perpétuité, mais avec possibilité de libération conditionnelle après 47 ans. Mais l'implication de Benito dans le crime est devenue, avec le temps, la grande énigme de l'affaire. A-t-il vraiment participé au crime au point d'être condamné à perpétuité ? Est-ce que c'est seulement sa confession, contradictoire par rapport aux premiers témoignages, qui a conduit à cela ? En plus de l'agression physique, a-t-il réellement commis l'abus et le meurtre ou pas ?
Son degré de culpabilité n'a jamais été clairement établi. Et de nouvelles analyses ont révélé qu'il avait été contraint de signer des aveux par son propre avocat de la défense qui aurait pu essayer d'aider le procureur de l'affaire avec qui il entretenait une relation d'amitié. Ainsi, l'affaire a connu un rebondissement en février 2022 lorsque Benito a été représenté par une avocate de l'ONG Tiam Child, spécialisée dans le droit des mineurs. Elle a déposé une requête auprès de la justice pour que la condamnation soit annulée et que Benito ait le droit à un nouveau procès. Parmi les différentes allégations, on souligne l'absence de preuves de sa participation au crime. En effet, l'abus et l'homicide ont été commis uniquement par John. Et le conflit d'intérêts de l'ancien avocat de la défense avec le ministère public. Cette demande est toujours en cours.